Picoty Solaire, expert en solutions photovoltaïques pour un avenir durable. Et Akena, la reine des vérandas et des pergolas, vous présente Sud Radio, la planète demain, Christophe Debiens. Bonjour et bienvenue sur Sud Radio pour un nouvel épisode de La planète demain, l'émission entièrement dédiée à l'écologie positive qui donne la parole aux acteurs du changement et aux porteurs de solutions. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir dans les studios de Sud Radio Félix Balmonet, fondateur de Chat3D et spécialiste de l'intelligence artificielle, ainsi que Julien Nizery, qui est lui vice-président en charge des relations institutionnelles du Pacte mondial de l'ONU. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors Félix, on va commencer avec vous. Vous êtes un spécialiste de l'intelligence artificielle et à ce titre, j'ai une première question. Pourquoi l'industrie investit-elle massivement dans les jumeaux numériques ? Mais avant tout, pour nos auditeurs, qu'est-ce qu'un jumeau numérique ? Un jumeau numérique, en fait, c'est très simple. C'est la reproduction virtuelle d'une usine, par exemple, ou d'un autre environnement de travail pour une entreprise. Pourquoi les industriels investissent là-dedans ? Parce que c'est des coûts en moins pour eux. Je vous donne un exemple. Quand Peugeot cherche à réorganiser une chaîne de production, ils vont d'abord le faire virtuellement par l'intermédiaire d'un jumeau numérique, plutôt que dans le monde réel, en déplaçant des machines, réorganisant directement une chaîne de production. Donc c'est des économies à la clé. Alors, justement, on parle des investisseurs, des industriels. Pourquoi les constructeurs automobiles, aéronautiques, le luxe et autres secteurs investissent-ils autant dans cette technologie ? Aujourd'hui, je dirais qu'il y a une course au jumeau numérique. On n'en a pas encore complètement trouvé l'utilité, dans le sens où là où ça va vraiment être utile, c'est pour, comme vous disiez, les grosses industries. On pense à Airbus, on pense à Renault, Peugeot. Ça permet des économies très substantielle quand on pense à l'organisation que ça pourrait être habituellement de réorganiser une chaîne de production. Et derrière, ça permet aussi d'amplifier l'optimisation qu'on pourrait avoir. Au lieu de réorganiser directement la chaîne de production, vous allez chercher à optimiser virtuellement tous les temps de montage, de main-d'œuvre qui vont être nécessaires. D'abord sur un ordinateur, ce qui va permettre de le passer dans le monde réel derrière. Alors, comment les jumeaux numériques sont-ils utilisés dans la conception et le prototypage dans l'industrie, par exemple ? Très concrètement, vous allez avoir par exemple un nouvel modèle de voiture qui va sortir. On va d'abord prendre tous les plans 3D, les dessins qui ont été faits de cette voiture. On va imaginer la chaîne de montage qui sera faite en face. Les différents équipements et on va les assembler comme si on les assemblait dans la vie réelle, les mettre l'un après l'autre. On entre ça dans des très gros logiciels qui vont venir calculer. Il y a une grosse phase de calcul derrière qui nécessite pas mal de temps et il y a des ingénieurs qui vont venir travailler là-dessus pour optimiser un petit peu chaque étape les unes après les autres. Et selon vous, l'intelligence artificielle peut-elle réellement contribuer à la transition écologique et surtout à la protection de l'environnement ? Alors, le jumeau numérique, c'est assez différent de l'intelligence artificielle. Dans le jumeau numérique, il n'y a pas forcément d'intelligence artificielle aujourd'hui. On est en train d'en intégrer petit à petit, progressivement. Mais de ce point de vue-là, le jumeau numérique consomme beaucoup moins d'énergie que l'intelligence artificielle de manière générale. On a beaucoup entendu parler de ChatGPT, par exemple, et sa consommation électrique. Le jumeau numérique, c'est bien moindre, en tout cas énergétiquement, comparé à ChatGPT. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle dans l'industrie de manière générale réduit une part significative de temps de production, notamment. Et donc, de ce point de vue-là, il y a une certaine réduction de l'énergie qui est passée, en tout cas du temps qui est passé par les ingénieurs derrière. Alors, restons sur l'intelligence artificielle quelques minutes. Selon vous, peut-on concilier développement de l'intelligence artificielle et respect des limites écologiques de la planète ? Ça dépend. Aujourd'hui, donc, les 2-3 dernières années montrent qu'au contraire, il y a eu une très grosse augmentation en fait des émissions de carbone qui ont été faites par les géants de la tech. On pense à OpenAI en tête. Mais dans les prochaines années, on pense, et ça va être, je dirais, un petit peu naturel, qu'il y aura une diminution en tout cas de ces émissions, parce que les modèles d'intelligence artificielle vont devenir de plus en plus efficaces. Pour vous donner un petit peu un ordre d'idée, ChatGPT, il y a 3 ans, c'était l'équivalent d'une dizaine de recherches Google en émissions carbone. Aujourd'hui, on est entre 1 et 3 recherches, donc on progresse. Et comment l'IA peut-elle aider à lutter contre le changement climatique alors ? Alors, on a différentes intelligences artificielles. ChatGPT, par exemple, en soi,
difficile de lutter contre le changement climatique à son échelle, mais on a d'autres modèles d'intelligence artificielle qui vont par exemple améliorer les prédictions météo, qui vont cibler les préventions pour les incendies, qui vont optimiser les chaînes d'énergie par exemple pour les énergies renouvelables. Donc il y a différents modèles, différents usages. Et cela peut améliorer aussi la gestion des ressources naturelles, j'imagine. Oui, tout à fait. On a par exemple certaines associations qui utilisent l'intelligence artificielle couplée à des images satellites pour, par exemple, aider à la reforestation ou lutter contre la déforestation sauvage, notamment en Amazonie. On a toute une galaxie d'utilisations qui en est faite diverses et variées. Est-ce qu'il y a des apports concrets de l'intelligence artificielle dans la transition énergétique ? Notamment, on pense par exemple à EDF qui met en place des algorithmes, en fait des logiciels développés avec de l'intelligence artificielle qui vont permettre d'optimiser l'énergie de ces centrales. Quand il y a une surutilisation, habituellement l'énergie est dissipée entre guillemets. Aujourd'hui, on tend à optimiser de plus en plus cette énergie-là, notamment grâce à l'intelligence artificielle. Alors une question un peu polémique, l'empreinte carbone de l'intelligence artificielle ne remet-elle pas en question son utilité écologique ? Complètement. Donc comme je le disais, sur les 2 dernières années, on a eu vraiment un énorme boom de l'intelligence artificielle, notamment avec les Google, OpenAI. Ça fait bien sûr polémique parce que on le disait, c'est très simple à utiliser, mais on se rend pas forcément compte de l'énergie que ça nécessite derrière. Aujourd'hui, si vous prenez ChatGPT pour faire une opération de calcul, c'est pas du tout optimal. Si vous prenez ChatGPT en revanche pour faire une recherche complexe qui vous aurait nécessité beaucoup de temps, beaucoup de recherche sur Google, là ça commence à devenir compétitif. Et dans les années à venir, ça va devenir de moins en moins consommateur. Et quelle régulation doit-on mettre en place pour un usage écologique de l'intelligence artificielle ? Est-ce qu'il existe quelque chose qui puisse se faire ? Pas vraiment. Et d'ailleurs, aujourd'hui, en Europe, par le biais d'entreprises comme Mistral, il y a beaucoup de voix qui s'élèvent pour demander à ce que ça soit beaucoup plus clair, beaucoup moins opaque. Quand on entre un prompt, par exemple, qu'on sache directement la quantité d'énergie qui a été nécessaire derrière pour assurer le traitement. Même nous, à notre échelle, on demande à ce que ça soit mieux régulé, en tout cas pour justement comparer à des entreprises américaines qui cacheraient un petit peu leur consommation, c'est toujours le cas, d'avoir justement plus de régulation pour permettre de voir directement et que l'utilisateur final voit directement l'énergie qui est consommée. Et l'intelligence artificielle, encore une fois, peut-elle être gouvernée de façon à soutenir une justice environnementale, selon vous ? C'est dur à dire, ça devrait l'être en tout cas, d'un point de vue moral, c'est sûr. En Europe, justement, on commence à réguler. On a vu qu'il y avait le AI Act qui avait été voté il y a pas si longtemps, qui est en train d'être mis en application progressivement. La complexité, en fait, derrière, c'est on a une course de 2 acteurs, à savoir les États-Unis avec des boîtes comme OpenAI, Google, etc., Microsoft, et de l'autre côté, on a des entreprises chinoises qui là aussi sont leaders dans leur domaine. Et donc, d'un côté, les États-Unis n'ont pas intérêt à réguler pour ne pas perdre la course à l'IA, mais de l'autre, les Européens régulent et n'ont pas de grosses entreprises qui vont émerger aussi dans ce domaine-là. Donc on aurait intérêt à réguler, d'un point de vue des citoyens européens, c'est sûr que l'intérêt des citoyens devrait arriver à prédominer. Mais par contre, vu qu'on est dans un contexte de guerre froide un petit peu économique entre la Chine et les États-Unis, ça va être dur dans les années qui viennent. Alors, vous savez que cette émission est dédiée à l'écologie positive. Si vous aviez une définition à donner en quelques mots de l'écologie positive, quelle serait-elle ? En 2 mots, je dirais que c'est l'idée quand même d'avoir une technologie qui va apporter au bien-être humain sur le long terme, mais qui ne va pas nuire à son mode de vie. Merci infiniment, cher Félix Balmonnet, fondateur de Chat3D et spécialiste de l'intelligence artificielle. On se retrouve dans un court instant sur Sud Radio avec nos 2 invités et Thibaut, le French Trotter, qui va nous parler d'une banque génétique de coraux résilients. Tout un programme. À tout de suite sur Sud Radio.
Picoty Solaire, expert en solutions photovoltaïques pour un avenir durable. Et Akena, la reine des vérandas et des pergolas, vous présente Sud Radio, la planète demain, Christophe Debien. Eh bien, nous voici de retour sur Sud Radio pour La Planète Demain en compagnie de Félix Balmonet, fondateur de Chat 3D, de Julien Nizri, vice-président en charge des relations institutionnelles du Pacte mondial de l'ONU, et bien sûr de Thibault, le French Trotter, qui aujourd'hui poursuit pour nous sa visite du Coral Spawning Lab au sud de Londres, où l'on crée une véritable banque génétique de coraux résilients. Bonjour Thibault. Bonjour Christophe, vous avez pratiquement tout dit. Bah oui, cette recherche en laboratoire vise à mieux comprendre la reproduction des coraux afin de lutter contre leur détérioration provoquée par le réchauffement des océans. Comment ? Eh bien, ce laboratoire, en partenariat avec Canon et l'ONG Nature Seychelles, mène un projet totalement inédit, restaurer les récifs à partir de colonies de coraux plus résistantes aux chocs climatiques. Les Seychelles vont ainsi devenir un véritable terrain d'expérimentation pour cette approche pionnière. Et je vous propose de retourner à Londres avec Jamie Craigs, biologiste marin et cofondateur de ce Coral Spawning Lab, qui nous explique d'abord d'où vient sa fascination pour les coraux. Ce qui m'a poussé à m'y consacrer, c'est leur incroyable complexité. Les coraux sont de tout petits organismes, à première vue très simples, mais capables de créer des structures fascinantes et d'une beauté exceptionnelle. À chaque plongée, on apprend quelque chose de nouveau. Et voir ces merveilles disparaître, c'est ce qui me motive. Je veux faire partie de ceux qui agissent pour inverser cette tendance, afin que les récifs soient encore là pour les générations futures. Vous avez utilisé une technologie d'imagerie développée par Canon. En quoi elle vous a aidé dans votre travail ? Les images jouent un rôle essentiel dans ce travail. Elles ne servent pas seulement à raconter une histoire ou à sensibiliser le public, elles sont aussi un outil scientifique. Grâce aux photos, nous pouvons extraire des données, affiner nos méthodes, rendre la restauration plus efficace. C'est donc un double bénéfice, la beauté et la science. Et dans ce domaine, Canon nous accompagne depuis le début. En écoutant Jamie, on comprend à quel point le récif corallien est essentiel. Mais je voulais en savoir plus sur son rôle dans la biodiversité, et Martin m'a apporté la réponse. Le récif corallien, alors il est important parce qu'il représente moins de 0,1% de la surface des océans et qu'il abrite 25% de toute la biodiversité qui existe dans les océans. Et 25%, c'est de la biodiversité qu'on connaît. Je pense qu'il y a encore énormément d'espèces qu'on ne connaît pas. Donc il a un énorme rôle à jouer dans la préservation du vivant et de la diversité du vivant. Vous avez visité tout à l'heure avec nous le laboratoire de Jamie. Est-ce que ça vous inspire ? Est-ce que, en quoi ces travaux vont permettre justement de restaurer le récif corallien, notamment aux Seychelles ? Alors je pense que dans un premier temps, c'est l'étude de la reproduction du corail qui est intéressante, comprendre les mécanismes de reproduction dans un but scientifique, et ensuite essayer de repeupler un récif avec des coraux qui seront issus de lignées de mélange génétique suite à de la reproduction. Voilà. Quel est le calendrier envisagé ? Qu'est-ce qui va se passer concrètement ? Alors le but, c'est de monter le laboratoire d'ici la fin de l'année, ensuite d'expérimenter en 2026 et de commencer à avoir des résultats, je dirais, fin d'année 2026, 2027, 2028. Vous êtes photographe, la photo c'est un biais pour éveiller les consciences ? Oui, à la fragilité. Exactement. Alors c'est vraiment à ça que je crois, c'est-à-dire que la sensibilité du monde peut passer par la photographie. On peut vraiment créer du changement à travers la photographie. Le corail est une vraie source d'inspiration et je le développe à travers des conférences, des expositions et des ateliers photographiques où je mélange les humains et les coraux. Il y a tout simplement aussi la beauté de ce corail. Exactement. Et la beauté, tout simplement, c'est un animal qui a 500 millions d'années. Il faut le rappeler, qui a vécu déjà... 500 millions d'années pour les plus primitifs. Il est plus vieux que nous. Voilà, il est bien plus vieux que nous. Il a déjà vécu 5 extinctions de masse et à chaque fois, il s'en est remis. Et à chaque fois, il s'en est remis avec des nouvelles améliorations, plus fort, plus dynamique. Donc c'est vraiment un animal qui doit nous inspirer, je pense, au quotidien.
Alors on suivra de très près cette opération, fruit d'une collaboration qui semble être très fructueuse. Merci Thibault, on vous retrouve dimanche prochain bien sûr pour un nouveau reportage en immersion. Cher Julien Nizery, vous êtes vice-président en charge des relations institutionnelles du Pacte mondial de l'ONU qui a réalisé une étude pour savoir ce que pensent les Européens du développement durable. Pour que nos auditeurs comprennent bien, avant tout, qu'est-ce que le Pacte mondial de l'ONU ? Est-ce que vous pouvez nous donner un peu d'informations à ce sujet-là ? C'est une initiative du secrétaire général de l'ONU. En 1999, Kofi Annan a fait le pari à Davos de dire le multilatéralisme ne doit pas être seulement l'affaire des États, l'affaire des organismes internationaux, c'est aussi l'affaire de la société civile, l'affaire des entreprises. Et on peut progressivement transformer le modèle d'affaires vers plus de responsabilité, un modèle plus vertueux avec les entreprises. Et dans quel but le Pacte mondial des Nations Unies a-t-il été créé précisément ? C'est vraiment de pouvoir partager mieux les intérêts pour le People, Profit, Planet. Les individus, les entreprises, le profit et la planète. Avec l'objectif de mettre en avant les 10 principes du Pacte mondial autour des droits humains, les droits de l'homme, les normes du travail, le respect du travail décent, pas de travail des enfants, l'environnement et le climat bien sûr, et enfin l'anticorruption. Donc c'est faire vivre à travers l'action des entreprises ces 10 principes fondamentaux. Alors pourquoi avoir créé un réseau français finalement ? C'est volontaire ou... Alors le Pacte mondial, le Global Compact, fonctionne à travers un réseau de structures, en général associatives, dans les différents pays. Le Pacte mondial en France a été créé en 2003, toujours en présence de Kofi Annan et du président Chirac. Et l'idée, c'est d'avoir une structure qui va, au niveau du pays, permettre de regrouper les entreprises, de les faire travailler ensemble, de leur mettre à disposition des ressources pour échanger sur les bonnes pratiques, échanger sur les enjeux d'actualité et mettre en œuvre tous ces objectifs de décarbonation, d'amélioration de l'égalité au sein de l'entreprise et de mise en œuvre de tout ce qui permet d'accélérer à travers la caisse de résonance des entreprises le financement des enjeux de durabilité et leur déploiement effectif. Et quel est le lien précis entre l'ONU et le Pacte mondial ? Alors, le Pacte mondial est donc une initiative de l'ONU. Il y a eu encore en septembre dernier une communication en Assemblée générale de l'ONU en septembre 2024 pour réaffirmer combien ce réseau au niveau de 62 pays permet d'asseoir vraiment cette transmission au plus proche des entreprises. Et le Pacte mondial, en quoi diffère-t-il d'un label ou d'une certification ? Alors, un label, une certification va venir attester de l'atteinte d'un certain nombre d'objectifs et ça peut être sectoriel, lié à vraiment au métier que vous exercez. Le Pacte mondial, c'est plus un cadre de référence en lien avec les 17 objectifs de développement durable de l'ONU, que j'arbore ici fièrement. L'idée, c'est vraiment d'aller inciter les entreprises à orienter leur stratégie par rapport à l'atteinte de ces objectifs qui visent à la diminution, à la réduction de la pauvreté, de la faim dans le monde, au déploiement de la santé, de l'éducation. Et c'est de voir comment, concrètement, on peut outiller les entreprises pour leur permettre de mettre cela en œuvre. Et c'est aussi un enjeu pour les entreprises parce que c'est important d'un point de vue économique et d'un point de vue de leur participation à la société. Alors en France et dans le monde, où est-ce que nous en sommes à 5 ans de l'échéance 2030 ? Alors on ne va pas se mentir, le monde ne va pas bien. Pas mal de progrès qui avaient été obtenus ont pu voir des retours en arrière avec le Covid et avec l'ensemble des conflits actuels. Et aujourd'hui, c'est vrai que un grand nombre d'indicateurs stagnent, voire régressent. Pour autant, on en a quand même qui progressent. Ainsi, sur la faim, l'objectif de développement durable 2, on avait une cible de plus de faim dans le monde d'ici à 2030. On est encore à 1 personne sur 11 en situation de faim et 2 milliards de personnes qui sont en insécurité alimentaire. Sur les émissions de gaz à effet de serre, on sait aussi que le rythme ne nous permettra pas de tenir le net zéro en 2050. Et on est sur une trajectoire aujourd'hui, il faut le savoir en France, où la trajectoire climat, on est sur plus 4 degrés d'ici à 2100. Donc là, pareil, on est en retard. En revanche, on a quand même plus de 20% des objectifs qui sont
alignés avec la cible, notamment sur la santé. On a une diminution très importante des contaminations au VIH, diminution de 39% des contaminations au VIH. Et sur la question de la protection sociale, on a aujourd'hui plus de la moitié de la population mondiale qui a une protection sociale. Alors, il y aurait des raisons pour qu'une entreprise devienne adhérente du pacte mondial. Quelles seraient ces raisons? Comment une entreprise doit-elle adhérer ou peut-elle adhérer au pacte mondial? Aujourd'hui, justement, il y a eu un certain nombre d'enquêtes. Les dirigeants d'entreprise sont très sensibilisés. Déjà, c'est important. Ça doit être porté au plus haut niveau de l'entreprise. Et il y a une conviction aussi de l'ensemble des salariés, de l'ensemble des équipes sur l'enjeu de modèles d'affaires durables. Et d'ailleurs, aujourd'hui, si on veut attirer des talents dans un monde de plus en plus en concurrence, c'est important d'avoir une entreprise qui soit exemplaire. Deuxièmement, c'est un enjeu de compétitivité. Aujourd'hui, on a des exigences de plus en plus fortes d'un point de vue réglementaire, on a des enjeux juridiques. Une entreprise, pour se prémunir aussi contre les litiges, doit être capable de montrer qu'elle s'inscrit dans une trajectoire ambitieuse, respectueuse de l'environnement, de la santé et des objectifs de développement durable. Alors justement, 10 ans après l'accord de Paris, où elles en sont les entreprises? Aujourd'hui, comme je l'évoquais, on est en retard sur l'atteinte des objectifs, en particulier sur la réduction des gaz à effet de serre. Mais on voit bien qu'il y a énormément d'initiatives au niveau réglementaire. On avait la CSRD, la CS3D, donc sur le reporting de durabilité et sur aussi le CS3D, donc le devoir de diligence. Aujourd'hui, si les entreprises ne veulent pas se voir imposer au niveau européen, au niveau international, des contraintes qu'elles n'arriveront pas à respecter ou des reportings qui ne leur conviennent pas, charge à elles de s'inscrire volontairement dans des démarches d'initiatives volontaires. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur 25 000 entreprises au sein du pacte mondial au niveau mondial, on en a 2300 en France, donc c'est le deuxième réseau, très important, et un réseau qui leur met à disposition des entreprises énormément d'outils, de formation, et aussi un enjeu, c'est la communication sur le progrès, la COP. C'est quand même un outil pour les entreprises, tous les ans annuellement, pour faire un état des lieux de leurs avancées, se benchmarker, se distinguer. Merci infiniment, cher Julien Nizri, vice-président en charge des relations institutionnelles du Pacte mondial de l'ONU. On se retrouve sur Sud Radio dimanche prochain à 12h30 pour un nouvel épisode de La Planète Demain. Et chaque matin, bien sûr, du lundi au jeudi à 7h35 pour la Minute Planète. En attendant, découvrez notre nouveau magazine papier, La Planète Demain Mag, dans tous les kiosques. À dimanche prochain. Merci beaucoup. Akena, expert en carport et pergola solaire pour des économies et un avenir durable. Et Picoty Solaire pour que l'avenir s'éclaire avec des choix durables. Vous ont présenté Sud Radio, La Planète Demain, Christophe Debiens.